Mon cœur. Il ne m'écoutait plus. C'est la première chose que je me rappelle de ce matin-là. Pas les lumières bleues du SAMU, pas la peur de Sophie. Juste cette chose en moi qui battait trop vite, comme un oiseau paniqué pris au piège. C'était la 5e fois en 6 mois que ça m'arrivait. Le cœur qui s'emballe, qui monte, 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 jusqu'à ce que la poitrine se serre et que vous pensiez que l'air ne va plus jamais revenir. On m'a trouvée assise, le téléphone dans la main, mais incapable de former le 15. Le pouls, m'a dit l'ambulancier, était à 192 battements par minute. Un vrai tambour de guerre dans ma cage. J'ai pensé, on n'a plus 20 ans, Hélène. Et on se dit qu'à 73 ans, on a le droit de ralentir. Je suis couturière. J'ai passé 60 ans à mesurer, couper et piquer. Les mains, elles savent le prix exact d'un centimètre de tissu. Elles ont une mémoire des gestes. Mais là, même mes mains n'obéissaient plus à ma tête. Elles tremblaient. À l'hôpital, le docteur a dit mon dossier compliqué. Il a dit fibrillation auriculaire. Il a dit électrolyte. Des mots longs pour dire que la machine était fatiguée. J'avais appris les exercices de respiration, vous savez, le 4-4-6. Inspirer 4 secondes, souffler 6 secondes. Pour calmer le système parasympathique, m'avait dit la jeune infirmière. J'essayais. Je le faisais. Mais cette fois-là, la peur, elle montait plus vite que mes poumons ne pouvaient se gonfler. C'est Sophie qui est venue me chercher. Ma fille. Elle a 45 ans et elle est tout ce que j'ai au monde. Mon mari est parti trop tôt. Coudre, c'est ce qui m'a permis de payer son école, son avenir. Elle a pris le contrôle total de ma vie. Gentiment, mais fermement. Maman, tu ne peux plus t'occuper de tes affaires. Laisse-moi faire. Elle a commencé par le frigo, puis les courses en ligne, et surtout, les médicaments. C'était un soulagement, je ne vais pas mentir. Ouvrir ces petites boîtes de médicaments, c'était un travail épuisant, une tâche simple qui me demandait trop de force. Elle me préparait la petite boîte hebdomadaire, avec les bonnes couleurs, les bonnes heures. Elle m'apportait mes repas, sans sel, pour le cœur. J'étais reconnaissante, mais une petite chose me dérangeait. Il faut écouter son corps. J'y pensais souvent. Et mon corps me disait qu'il y avait un malaise. Mes crises d'arythmie, elles ne venaient plus au hasard. J'ai commencé à noter ça. Elles arrivaient systématiquement après le dîner que Sophie avait préparé. La fatigue me tombait dessus tout d'un coup. Mes jambes ne me portaient plus. Mon cœur commençait à paniquer 2 ou 3 heures après la dernière bouchée. Je me disais, c'est le stress, c'est la vieillesse, c'est mon cœur qui est en colère. Mais au fil des semaines, le schéma est devenu trop clair pour être une coïncidence. Le soir, elle venait avec les pilules. Il y en avait une, la plus grosse, que je devais prendre avec le verre d'eau. Elle avait toujours ce goût étrange, métallique, presque terreux. Je demandais, « C'est quel médicament celui-là, ma chérie ?» Elle souriait. « Un nouvel anti-arythmique, maman. Le docteur l'a ajusté. Il faut que tu le prennes. » Je le prenais. Et le malaise arrivait. Puis Marc, le gendre, a remis ça sur le tapis. L'appartement. C'était son idée fixe. Il voulait qu'on vende. Qu'on aille vivre dans leur annexe. L'immobilier flambe à Vénissieux. Maman Hélène, c'est le moment. Ce serait tellement plus facile pour nous de s'occuper de vous. S'occuper de moi. C'est ça qu'il disait. Mon appartement. C'est ma peau. Ma vie. Je l'ai payé avec des milliers d'heures sous la lumière crue de ma Singer. J'ai vu des robes de mariée et des rêves brisés sur cette table de cuisine. Je leur ai dit non. Un non sec. J'ai survécu à bien des tempêtes. Je n'allais pas mourir dans une annexe. Sophie est entrée, m'a tendu le verre d'eau avec mes pilules. Son sourire était tendu comme une couture mal faite. « Bois ça, maman. Marc est juste inquiet. » J'ai avalé. J'ai senti la saveur métallique et immédiatement, cette fatigue lourde, comme si mon corps décidait de m'éteindre de l'intérieur. J'ai lutté pour aller au lit. Le cœur tapait.
Pas la fibrillation, non. Une autre sorte de battement, le battement de la peur. En passant devant la cuisine, j'ai entendu leur voix, murmurer. Marc et Sophie parlaient pas bas, mais je pouvais sentir la froideur dans l'air. Ce n'était pas la voix de ma fille. Je me suis approchée doucement du couloir. Ma poitrine se serrait. Elle parlait d'argent, du prêt qu'ils n'arrivaient pas à avoir pour leur extension. « Écoute-moi, Marc, on n'a plus le temps. Le prêt est refusé, sans cette garantie. La vieille doit signer les papiers avant que son état ne l'en empêche définitivement. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. C'était ça, leur s'occuper de moi. Ils attendaient ma signature, ou ma mort. J'ai pensé à tout l'amour que j'avais donné. Le cœur a ses raisons, disait mon mari. Mais quelles étaient les raisons de ce cœur de pierre? La trahison, elle ne fait pas de bruit. Elle déchire l'âme. Je n'ai pas entendu la suite de la phrase de Sophie. Je n'en avais plus besoin. J'avais compris l'intention. Mais la dernière phrase de Marc m'a frappé plus fort que n'importe quelle arythmie. Il parlait doucement, avec une détermination glaciale. Il ne parlait plus de l'appartement. Il parlait de ma vie. J'ai glissé un instant, le vertige revenant en force. J'ai eu juste assez de courage pour rester silencieuse, pour capter sa réponse finale, juste avant qu'il ne se retire dans le salon, pensant que j'étais déjà endormie ou trop faible pour me souvenir. Si les médicaments actuels ne suffisent pas à accélérer les choses, il faudra peut-être que nous augmentions la dose, ou que nous passions au plan B. J'ai passé le reste de la nuit assise dans mon lit, le dos appuyé au mur. Pas à cause de mon cœur qui s'emballe, non, mon cœur battait fort, d'une force nouvelle, d'une colère glaciale. Augmenter la dose. Plan B. Ces mots tournaient dans ma tête comme des aiguilles de ma machine à coudre, rapide et dangereuse. Je n'étais plus la vieille femme faible. J'étais Hélène, la couturière, celle qui ne laissait jamais un fil mal coupé. Je devais agir. Mais comment? Je ne pouvais pas appeler la police. On me prendrait pour une folle. Sophie contrôlait mes médicaments, ma nourriture, ma vie. Elle avait bâti une cage autour de moi, faite de gentillesse et de trahison. Phase 1. Descente dans la méfiance. Le matin, Sophie est arrivée avec le plateau. Elle avait l'air un peu plus nerveuse que d'habitude. Elle m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai dit que non, que mon cœur avait tapé toute la nuit. C'était un mensonge. Mon cœur était étonnamment calme. Mais je devais jouer mon rôle. Elle m'a tendu le verre d'eau et les pilules. Il y avait le même gros cachet, étrange, métallique. J'ai fait semblant de tout avaler. J'ai mis le gros comprimé sous ma langue, comme je faisais enfant quand ma mère m'obligeait à prendre de l'huile de foie de morue. Je buvais, je toussais un peu, j'avalais bruyamment. « C'est bien, maman. Tiens, prends ton muesli. Je te l'ai fait avec de l'eau de coco, c'est bon pour le cœur, ça. » Elle me souriait. Ce sourire, il me dégoûtait. Maintenant, je voyais le vide derrière ses yeux. Je voyais l'argent, les 450 000 € de mon appartement. Elle ne voyait plus sa mère. Dès qu'elle est sortie pour aller faire des courses, j'ai craché la pilule dans une petite boîte métallique. C'était une vieille boîte à aiguilles que je gardais cachée sous ma machine Singer. J'étais surprise de la force de ma main. C'est vrai, on ne connaît pas la force qu'on a avant d'être au pied du mur. J'ai analysé les crises qui m'arrivaient. Elles ne venaient jamais quand j'étais seule ou quand je prenais mes vrais médicaments. Elles arrivaient systématiquement 1 heure après avoir pris sa pilule, celle qui avait ce goût de terre. J'avais pensé que c'était le stress. Mais c'était le poison, un poison lent. J'ai pensé à la jeune infirmière qui m'avait expliqué l'importance des électrolytes, le potassium, le sodium. Elle avait dit « Si vous en perdez trop vite, le cœur s'affole, Madame Hélène. Il n'a plus assez d'électricité pour bien battre. » Si cette pilule était un anti-arythmique, comme le disait Sophie, elle devrait stabiliser mon cœur. Mais elle faisait l'inverse. Elle me vidait de l'intérieur,
comme une fuite. Marc avait dit « accélérer les choses ». J'ai commencé à faire semblant de me cogner contre les meubles, de laisser tomber des objets. Je marchais plus lentement. Je haletais. Je voulais qu'ils me croient à l'agonie. Je devais les rassurer. Je devais gagner du temps. Mais je ne savais pas ce que c'était, cette pilule. Je devais savoir le nom, le mécanisme. J'étais une couturière, pas une pharmacienne. Et je ne pouvais pas demander à mon docteur. Sophie y irait avec moi. Elle contrôlerait tout. Mon cœur recommençait à paniquer. Une panique froide. J'avais besoin d'une aide discrète, d'une personne que Sophie et Marc détestaient. Une personne qui savait garder les secrets. Phase 2. L'enquête discrète et l'allié improbable. J'ai pensé immédiatement à Madame Dubois, ma voisine qui habitait au 3e. Elle avait 80 ans bien tassés, une femme sèche et cassante, qui avait été pharmacienne en chef dans un grand hôpital de Lyon avant de prendre sa retraite. Marc l'appelait « la vieille folle au classeur » parce qu'elle passait ses journées à classer d'anciens dossiers médicaux. J'ai attendu l'après-midi. Quand Sophie et Marc étaient sortis, j'ai mis le téléphone chargé dans la poche de mon tablier, mon réflexe prioritaire. Et j'ai pris l'escalier, pas l'ascenseur. Chaque marche était un supplice simulé. Je devais être prête pour la suite. J'ai sonné chez Madame Dubois. Elle m'a ouvert, surprise. Elle n'aimait pas les visites. Elle m'a fait entrer dans son salon, où des classeurs verts empilés touchaient presque le plafond. « Hélène, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez l'air d'un fantôme. » a-t-elle dit, sans une once de gentillesse, mais avec une curiosité professionnelle. J'ai sorti ma petite boîte à aiguilles et la pilule suspecte. J'ai raconté l'histoire des crises, après les dîners, le goût métallique, les paroles entendues. J'ai parlé avec des mots simples. Je n'ai pas dit « ma fille essaie de me tuer ». J'ai dit « je crois qu'il y a une erreur dans ma prescription et que cette erreur me rend très malade ». Madame Dubois a mis des lunettes, très épaisses, et a pris le comprimé. Elle l'a examiné avec une loupe de bijoutier. Elle l'a coupé en deux avec un scalpel minuscule, rangé dans une trousse de médecin. Elle a senti l'intérieur. Elle a reniflé. Elle a mis une goutte de la poudre dans une solution sur son bureau. Ses lèvres se sont pincées. « Hélène » a-t-elle dit, sa voix basse et dure. « Ce n'est pas un antiarythmique, pas du tout. » Mon corps s'est vidé d'air. J'ai dû m'asseoir sur un vieux fauteuil en cuir. Elle a continué, très technique, mais elle a fait l'effort de simplifier. C'est un diurétique très très puissant. Ce genre de produit est utilisé pour vider l'organisme rapidement, parfois avant une opération. Quand vous le prenez tous les jours, il n'y a pas de régulation possible. Elle a ouvert un classeur lourd, celui qu'elle appelait son dossier des substances dangereuses. Vos médecins vous ont parlé des électrolytes, non? Le potassium, essentiel pour le cœur. Il doit être entre 3,5 et 5,0 millimoles par litre. C'est l'essence de votre machine. Ce poison, il vous fait uriner toute la journée. Il vous vide de tout ce qui est essentiel. Il fait chuter ce potassium. J'ai senti l'horreur monter. Ce n'était pas une erreur de dosage. C'était un plan. Elle ne me laisse pas mourir d'une crise, Madame Dubois. Elle la provoque. Elle m'empoisonne pour que mon cœur lâche. J'ai dit, ma voix n'était qu'un murmure cassé. Madame Dubois a pointé du doigt un graphique. Regardez, à partir de 2,7, les arythmies deviennent incontrôlables. Les vrais anti-arythmiques ne peuvent plus rien faire. Si vous prenez ça tous les jours, je parie que votre taux est tombé à 2,5 millimoles par litre. C'est une mort lente et préméditée, Hélène. La douleur de la trahison m'a frappé plus fort que n'importe quel arrêt cardiaque. J'avais perdu ma fille, la petite Sophie que j'avais élevée seule, qui m'avait embrassée chaque soir. Elle voulait ma mort pour 450 000 €. Le cœur a ses raisons, disait mon mari. Mais la cupidité n'en fait pas partie. Phase 3,
la confirmation et la douleur. Vive? Je suis rentrée chez moi. Le sol tremblait sous mes pieds, mais pas de faiblesse, de rage. J'ai pleuré un instant, Anne toute seule dans la cuisine. J'ai pleuré 40 ans de deuil pour mon mari et 45 ans de trahison de ma fille. Je devais trouver la preuve du mobile. Je devais confirmer que ce n'était pas la folie de Marc, mais le plan des deux. J'ai cherché dans le salon, là où ils avaient l'habitude de laisser traîner des papiers. Sous la pile de magazines de mode que Sophie lisait, j'ai trouvé un reçu de banque froissé, daté de la semaine dernière. Marc avait dû l'oublier. Le reçu mentionnait un prêt immobilier de 180 000 €, refusé. Et au dos, une note manuscrite, écrite par la main fine de Sophie. Vente 450 000 minimum. Urgent. Ils n'étaient pas juste inquiets pour moi. Ils étaient en panique financière et mon appartement était leur seule issue. Je me suis souvenue de la voix de Marc, glaçante. Si les médicaments actuels ne suffisent pas à accélérer les choses, il faudra peut-être que nous augmentions la dose, ou que nous passions au plan B. L'horreur était complète. Ils avaient un plan A, le diurétique, et un plan B. La seule chose que je savais, c'est que je n'allais pas leur donner la chance d'arriver au plan B. J'ai pris ma décision. Je ne devais pas mourir, je devais vivre, et je devais me battre, avec la ruse. Il faut garder la tête froide, je me suis dit, une citation de mon père. La première chose à faire était d'arrêter le poison. J'ai jeté le reste de mes fausses pilules. Mais arrêter le poison ne suffisait pas. Madame Dubois avait dit que mon potassium était trop bas. Mon cœur était une bougie sur le point de s'éteindre. J'ai appelé Madame Dubois, discrètement, de mon vieux téléphone fixe, sachant que Sophie avait peut-être mis des écoutes sur mon portable. « Madame Dubois, vous avez dit que je devais remonter le potassium. Comment faire? Sans alerter ma fille. Ah, Hélène, ça, c'est de l'ingénierie inversée. Le problème n'est pas ce que vous mangez, c'est ce que vous perdez. Il nous faut une source concentrée. » Elle m'a donné les instructions. Elle allait préparer quelque chose. Je devais simuler l'aggravation pour que Sophie et Marc passent à l'action. Je savais que le temps était compté. Ils allaient m'emmener chez le notaire pour la procuration très bientôt. Phase 4. La préparation silencieuse et l'autonomie retrouvée. Le lendemain, Madame Dubois m'a apporté un petit sachet de thé de Noël. Elle m'a dit. En réalité, c'était un mélange de sels minéraux et de potassium. « Ceci est votre antidote », m'a-t-elle expliqué. « Vous devez prendre un sachet le matin et un le soir. Et buvez des bouillons de légumes frais, faits par vous seul. Pas de plat de Sophie, ils sont sans sel et ça ne remonte rien. » J'ai commencé ma récupération secrète. J'ai recommencé à manger un peu de sel, à boire mes bouillons que je faisais moi-même, en douce. Et surtout, je prenais mon sachet de sels minéraux. Madame Dubois m'avait donné les chiffres à surveiller, mon pouls, ma tension. Elle m'a dit, si vous remontez de 2,5 à 4,0 en une semaine, vous n'aurez plus besoin de la moitié de vos bêta-bloquants. Elle m'a aussi appris une technique de respiration, une autre que le 4-4-6 que l'infirmière m'avait montré. Celle-là, c'était pour le stress. Asseyez-vous, Hélène. Position semi-assise, le dos bien soutenu, genoux fléchis. Maintenant, inspirez lentement par le nez sur 4 secondes. Vous gonflez le ventre. Bloquez l'air 4 secondes. Et soufflez par la bouche sur 6 secondes. L'expiration plus longue active le nerf vague. Ça ralentit tout. C'est l'arme contre l'angoisse. J'ai testé cette respiration chaque fois que Sophie entrait dans la pièce. Je la faisais d'abord pour simuler l'épuisement, puis je la faisais pour me calmer vraiment. J'ai commencé à me sentir mieux. Mon cœur ne tapait plus de manière désordonnée. Ma lucidité revenait. « C'est un cap », me disais-je. Mais je devais rester l'agonisante. Chaque jour, je me traînais. Je parlais à voix basse. Je m'appuyais sur les murs. Je devais les pousser à agir, pour les prendre en flagrant délit. Le 3e jour de mon traitement secret, Marc est arrivé, l'air anxieux.
Il ne voyait pas ma récupération, seulement mon masque. « Maman Hélène, ça devient difficile de vous laisser seule. Le notaire sera là dans 48 heures. Il faut signer la procuration pour la vente. Ça va vous soulager de tout ça. » 48 heures. Mon temps était compté. J'ai souri faiblement. « Oui, Marc, fais comme tu veux. Je suis si fatiguée, je n'arrive même plus à me concentrer. » Je suis allée dans le salon et j'ai agi. J'ai pris mon téléphone, celui que je gardais toujours chargé pour le SAMU, et j'ai activé l'enregistreur vocal. Je l'ai glissé sous le coussin du canapé. Je devais obtenir la preuve de leur intention criminelle. Le soir, ils ont parlé dans la cuisine, juste à côté du salon. J'étais dans mon lit, feignant un sommeil lourd, mais j'écoutais chaque mot. « Tu es sûr que cette dose va tenir jusqu'à après-demain ? On doit être certain qu'elle soit incapable de se souvenir de rien chez le notaire, » a dit Marc. Sophie a répondu, avec une voix où la tendresse avait totalement disparu. « Oui, Marc. J'ai utilisé le dernier comprimé ce soir. Demain, elle sera au plus bas. L'appartement est à nous. 450 000 € pour notre annexe. Elle ne s'en rendra même pas compte. » C'était la confirmation. Leur plan était bien réel. Je n'étais pas folle. Mon cœur n'était pas le problème. C'était eux. J'avais la preuve de l'intention. J'avais la preuve du mobile. Le lendemain matin, jour J, Sophie est arrivée avec le plateau. Elle était vêtue d'une robe neuve. Elle m'a tendu le verre d'eau. Il n'y avait plus de gros comprimés métalliques. C'était le plan B de Marc, sans doute. Une double dose de ce qu'il me restait de vrai anti-arythmique pour m'étourdir au dernier moment, me faire fléchir. J'ai pris le verre et j'ai fait semblant d'avaler. Mais j'ai glissé le tout dans ma tasse de thé froid. Je me sentais alerte. Mon potassium était en hausse, ma tension stable. J'avais l'énergie de me lever et de préparer le terrain. J'ai appelé Madame Dubois, très brièvement. « Le notaire est là à 10 heures. Vous avez le commissaire ? » « Oui, Hélène. J'ai tout arrangé. Le commissaire Moreau est en bas. Il attend votre signal. Il a besoin d'entendre la tentative d'abus de faiblesse en direct. » J'ai raccroché. Je me suis assise sur le canapé. J'ai remis l'enregistreur en place. Je devais avoir l'air d'une loque. J'ai mis mes cheveux en bataille. J'ai fermé les yeux à moitié. 10 heures sonnent. Marc et Sophie entrent, suivis de Maître Fournier, le notaire. Marc portait les documents dans une chemise cartonnée. « Maman Hélène, » dit Marc, le ton d'une patience forcée. « C'est simple, maman Hélène. Juste une signature rapide pour que nous puissions nous occuper de tout. » Sophie s'approcha, souriante, un verre d'eau frais, à la main. « Allez, maman, fais-le pour nous. Fais-le pour ton cœur. » J'ai attrapé le stylo. Ma main tremblait de façon très convaincante. J'ai penché la tête vers la feuille de procuration qui me retirerait mon appartement, ma vie. Puis, au lieu d'apposer ma signature sur la ligne pointillée, j'ai laissé le stylo tomber sur la moquette. Un bruit sec qui a retenti dans l'appartement. J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Mon regard n'était plus faible. Il était tranchant comme ma meilleure paire de ciseaux de couture. Ma voix, qui était censée être un faible murmure, résonna clairement dans le silence. « Avant de signer, ma chérie, n'oublie pas l'enregistrement. Nous devrions peut-être écouter le plan B que tu avais concocté pour moi. J'ai l'impression qu'il y a plus de 48 heures de trahison dans cette pièce. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. » C'était un mardi matin, 10 heures précises. L'appartement, ce lieu qui avait été ma forteresse et ma cage, était étrangement silencieux. Marc et Sophie étaient entrés, suivis par Maître Fournier, le notaire. Marc, vêtu d'une chemise immaculée, portait la chemise cartonnée des documents comme un trophée. Maître Fournier, un homme petit et nerveux, s'était installé à la table basse du salon, étalant la procuration qui allait me coûter 450 000 € et ma liberté. Je m'étais assise sur le canapé.
le dos bien droit malgré l'apparence de faiblesse que je voulais donner. Mes mains avaient fait semblant de trembler en attrapant le stylo. Mais c'était pour le théâtre. Mon vrai tremblement avait cessé depuis que j'avais remonté mon potassium. Ma voix, en revanche, avait résonné bien plus clairement que je ne l'avais prévu quand j'avais parlé de l'enregistrement. Marc recula d'un pas, son visage prenant une couleur grisâtre. Sophie laissa tomber le verre d'eau qu'elle tenait, qui se brisa sur le carrelage dans un fracas dérisoire. Elle me regarda, l'horreur dans les yeux. « Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu délires !» J'entendis sa voix trembler. Je soulevai l'enregistreur vocal qui était sous le coussin et l'activai. La petite boîte noire se mit à parler, émettant la voix de mon gendre, claire et inconfondable, remplissant le salon de leur froideur. « Tu es sûr que cette dose va tenir jusqu'à après-demain? On doit être certain qu'elle soit incapable de se souvenir de rien chez le notaire. L'appartement est à nous. 450 000 € pour notre annexe. Elle ne s'en rendra même pas compte. » Un silence glacé s'installa. Maître Fournier regarda Marc, son expression changeant d'ennui professionnel à une stupéfaction absolue. Marc fit un mouvement pour se jeter sur moi, les poings serrés, mais ce fut trop tard. La porte s'ouvrit de nouveau, et cette fois, le bruit des pas était lourd et déterminé. Le commissaire Moreau, accompagné de 2 agents en uniforme, et de Madame Dubois, entra dans l'appartement. Madame Dubois ne portait pas sa blouse de pharmacienne, mais sa dignité de témoin. Elle avait l'air d'une reine guerrière. « Marc et Sophie Leroy, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide prémédité et abus de faiblesse. » annonça le commissaire, sa voix autoritaire. Sophie poussa un cri aigu, un son que je ne lui avais jamais entendu faire. Un son de bête traquée. « C'est un piège! C'est cette folle qui a tout monté !» elle cria, pointant du doigt Madame Dubois. Je me levai, rejetant mon rôle de victime agonisante. Je marchai vers la table, mes pas étaient fermes et assurés. Maître Fournier recula légèrement, me laissant l'espace dont j'avais besoin. Je m'adressai au commissaire, comme si j'étais moi-même l'accusateur. « Commissaire, elle me donnait un puissant diurétique chaque soir. » expliquai-je calmement. Elle a remplacé mon véritable antiarythmique pour vider mon corps de l'intérieur, en particulier du potassium, l'électrolyte vital pour mon cœur. Je montrai du doigt le petit comprimé que j'avais gardé dans ma boîte à aiguilles. Madame Dubois s'approcha, professionnelle, sortant une pochette contenant une analyse préliminaire. J'atteste, en tant qu'ancienne pharmacienne en chef, que cette substance est conçue pour provoquer une chute électrolytique sévère. Elle visait à descendre le taux de potassium de Madame Hélène, bien en dessous de 2,7 millimoles par litre. C'est la cause directe des arythmies qu'elle a subies. Je terminai la démonstration, montrant ma propre force. Il y a 10 jours, mon taux de potassium était à 2,5 millimoles par litre. C'était mortel. Grâce à l'antidote donné par Madame Dubois, et non par ma fille, mon taux est remonté à 4,0 millimoles par litre. Je suis guérie, et ce n'est pas la maladie qui a failli me tuer, mais l'avidité de mon gendre, qui avait besoin d'une garantie de 450 000 € pour son annexe. Marc se tenait les bras croisés, le regard vide, sa chemise de vainqueur désormais une tenue de défaite. Sophie, les larmes coulant sur son visage, se jeta à genoux. « Maman, je suis ta fille. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Tu vas me faire ça? M'envoyer en prison pour une erreur ?» implora-t-elle, utilisant le lien de sang comme dernière tentative de manipulation. Je la regardais, mon cœur ne tremblait plus. Mais il était brisé. Je ne ressentais ni haine ni pitié, seulement une vérité froide, dure et tranchante. J'ai cousu des milliers d'heures, Sophie. J'ai enfilé des milliers d'aiguilles sous une lampe aveuglante pour t'offrir une vie meilleure, dis-je. Ma voix était ferme et ne déviait pas. Tu as planifié ma mort avec un poison lent
pour voler 450 000 €. Ma fille est morte le jour où elle a calculé le dosage qui arrêterait le cœur de sa mère. Tu n'es plus rien pour moi. Le commissaire fit un signe sec. Les agents s'approchèrent de Sophie, qui se laissa menotter, hurlant maintenant de désespoir. Marc fut également pris en charge. Son regard croisa le mien une dernière fois. Il ne dit rien. Il n'y avait plus rien à dire. Maître Fournier annula solennellement la procuration avec un grand tampon rouge, puis plia ses affaires en toute hâte, ne voulant plus rester dans l'odeur de la trahison. L'appartement se vida, laissant derrière lui seulement le silence et l'écho du verre brisé. Mon cœur battait calmement. Les conséquences furent rapides et dévastatrices pour Marc et Sophie. Poursuivis pour tentative d'assassinat qualifié et abus de faiblesse, leur procès fut largement médiatisé à Lyon, causant un scandale majeur. Les preuves étaient accablantes. L'enregistrement, le témoignage de Madame Dubois et l'analyse chimique confirmant l'utilisation du diurétique. Sophie, en raison de l'aggravation du crime par sa position de proche aidante, fut condamnée à 12 ans de réclusion ferme. Marc, pour son rôle de complice et sa motivation financière, reçut 9 ans. Ils perdirent immédiatement tout droit à mon héritage. Ils furent en outre condamnés à me payer une indemnisation de 300 000 € pour les dommages moraux et physiques subis, une somme qui acheva de les ruiner. Leurs dettes accumulées rendirent leurs rêves d'annexe impossibles. La communauté de Vénissieux, horrifiée par l'histoire d'une fille essayant de tuer sa mère pour un appartement, les rejeta complètement. Sophie purge sa peine à la maison d'arrêt de Corbas, isolée et sans aucune visite familiale. Ils avaient cherché la richesse par le crime. Ils avaient trouvé la misère par la prison. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, à 75 ans, je me sens plus forte qu'à 50. Ma vie est simple, mais elle est mienne. Je me suis débarrassée de tous mes bêta-bloquants et anti-arythmiques depuis plus d'1 an. Mon cœur, nourri par des bouillons de légumes frais et des sels minéraux régulateurs, ne panique plus. Ma tension artérielle, qui atteignait 192 sur 115, se maintient désormais à 125 sur 80. J'ai perdu 12 kilos. Je pratique la respiration contrôlée. Le 4-4-6 pour la relaxation et le 4-4-6 pour le système nerveux chaque matin, après ma marche de 40 minutes au parc. Mon téléphone chargé est toujours près de mon lit. Mais c'est un réflexe, pas une nécessité. J'ai décidé de ne pas laisser mon appartement devenir un lieu de deuil. J'ai utilisé une partie de l'indemnisation pour fonder l'association du Cœur Fort. Mon salon est maintenant un centre d'accueil pour les personnes âgées de Vénissieux, victimes d'abus financiers ou de négligence médicale. Nous sommes 65 membres actifs et j'y enseigne les techniques que j'ai apprises pour regagner l'autonomie. Je leur montre comment vérifier leurs médicaments, comment lire un taux de potassium et surtout, comment ne pas avoir peur de se défendre. Madame Dubois est ma trésorière et ma meilleure amie. Elle continue d'analyser les ordonnances douteuses pour les autres. Nous avons aidé plus de 200 aînés à récupérer leurs biens ou à porter plainte contre leurs propres enfants ou soignants malveillants. J'ai un nouveau but, faire de mon histoire un bouclier pour les autres. Je suis revenue à ma machine Singer. Je ne couds plus de robes de mariée. Je couds des petits sacs de toile pour l'association. Je couds la fin de l'histoire de la vieille femme faible. Je couds l'avenir d'Hélène, la couturière qui a survécu à la trahison la plus douloureuse. Parfois, le soir, quand je m'assois sur mon canapé restauré, je sens l'air frais entrer par la fenêtre. Je n'ai plus peur. J'ai fait la paix avec l'idée que Sophie n'était plus ma fille, mais l'objet d'une histoire que j'avais réussi à achever. Il voulait que je meure faible, épuisée et silencieuse. J'ai choisi de vivre forte, en bonne santé, et de faire du bruit. Cette liberté, elle n'a pas de prix en euros. Mon gendre voulait me tuer pour hériter de 450 000 €. Aujourd'hui,
J'utilise ce que j'ai gardé de ma maison pour sauver les vies de centaines d'autres. La vengeance la plus complète, la plus silencieuse, est celle qui se gagne avec une bague de sels minéraux, une expiration profonde, et la force de ne jamais, jamais s'éteindre. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.